Alors, bonjour à tous. Content de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre des Journées de la culture, puis de la série de rencontres avec des artisans du patrimoine montréalais qui vont nous permettre d'en apprendre un peu plus sur ces métiers du patrimoine. C'est la deuxième rencontre de la série de quatre qu'on va faire. Et donc, je vous rappelle que cette activité est proposée par Héritage Montréal, une organisation qui œuvre à protéger et promouvoir le patrimoine architectural, historique, naturel et culturel de la grande région métropolitaine de Montréal. Alors, je me présente, je m'appelle Philémon Gravel, je fais partie du comité de la relève d'Héritage Montréal ainsi que du comité patrimoine aménagement. La semaine passée, pour ceux qui étaient présents, on a rencontré le maçon Olivier Toupin. D'ailleurs, vous pouvez visionner la rencontre sur Facebook si vous êtes intéressé à voir cette premier entretien. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec le menuisier Jean-François Lachance de l'atelier Établi. Bonjour Jean-François, tu m'entends bien? Bonjour Philémon, oui, je t'entends très bien. Super. Donc, je commence avec une entrée dans le bain. En fait, en quoi consiste ton métier? J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ce que tu fais. Moi, je suis menuisier d'atelier ou menuisier ébéniste. Certains nous placent souvent dans la catégorie ébéniste, mais puisqu'on concentre nos activités surtout dans la fabrication d'éléments ornementaux à l'atelier. Ça fait on est des menuisiers d'atelier. Il y a cette distinction-là qui est fait en Europe, qui n'est pas fait ici entre le menuisier charpentier Mhm. et le menuisier d'atelier. Dans l'esprit des gens, la plupart du temps, le menuisier, c'est un gars de chantier, mais nous, on fait 98% de notre travail se fait en atelier. On est plus dans le domaine des arts, si on veut, que dans le domaine de la construction, mais notre métier est étroitement lié au domaine de la construction. Super, mais en fait, je ne sais pas si tu avais eu le temps d'aller chercher une pièce là, pour que tu nous montres un peu en quoi, un Oui, exemple de ton travail de menuisier j'ai d'atelier. amené une petite pièce que je pourrais vous montrer. C'est des jambages là. Euh, J'avais des plus grosses pièces à l'atelier que j'aurais pu vous montrer, mais je n'aurais pas pu les monter dans mon bureau. Mais c'est des jambages de fenêtres. Alors, ça a l'air un peu monumental, mais la maison sur laquelle on travaille actuellement est une résidence bourgeoise dans l'arrondissement du centre-ville, dans le Golden Square Mile. Puis Mhm. c'est deux maisons où on refait complètement les mansardes. Et sur chacune des fenêtres des mansardes, il y a des grosses colonnades qu'on appelle souvent les pilastres, Mhm. et avec des frontons triangulaires qui sont très, très ornementés avec des éléments sculptés, des éléments tournés. Et sinon, il y a toujours beaucoup d'assemblage de pièces de moulure, de planches de bois. C'est des pièces qui sont essentiellement décoratives, mais elles jouent quand même un certain rôle structurel de par leur dimension. D'où l'appellation menuisier, non pas juste ébéniste. D'où l'appellation menuisier, parce que le menuisier, en fait, c'est celui qui fait les menus travaux de la charpenterie. Mhm. L'origine du terme menuisier, c'est celui qui fait qui s'occupe de l'enveloppe du bâtiment. Alors, Toi, nous, on travaille sur l'enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure, mais beaucoup plus ces dernières années sur l'enveloppe extérieure. toi, Jean-François, comment t'es venu cette vocation de menuisier d'atelier? Ben, moi, j'ai plaisir à dire que quand on vient d'une famille où on a un grand-père maître charpentier, un autre grand-père bijoutier horloger, mon arrière-grand-mère était chapelière, alors il y avait juste une porte à franchir pour que je tombe dans la pièce des artisans. Moi, j'ai choisi mon métier. En fait, il est venu un peu tout naturellement. Je ne l'ai pas vraiment choisi. C'est venu à moi à force de travailler le bois. Puis Donc, tu as repris le flambeau d'une vieille dynastie j'ai d'artisans. repris le flambeau, pas dans le même créneau, mais ça a été naturel pour moi de m'en aller vers là. Puis tu me parlais que ton grand-père qui était charpentier, est-ce que c'est avec lui que tu as appris ton métier? Sinon, comment est-ce que tu as appris le métier de menuisier d'atelier? Ben, en réalité, je dis tout le temps que le métier, je suis toujours en apprentissage parce que c'est un métier, ça s'apprend continuellement. Encore après, moi, ça fait presque 30 ans que je pratique le métier et j'apprends chaque semaine encore, j'apprends des choses. C'est toujours en évolution, mais c'est pas de mon grand-père que j'ai appris mon métier. J'ai côtoyé mon grand-père pendant
toute ma jeunesse jusqu'à l'âge de 20 ans où il est décédé. Il n'y avait plus son chantier naval à ce moment-là, mais il s'était gardé un atelier de menuiserie derrière sa maison. Et à chaque fois qu'on allait voir le grand-père, il était dans son atelier en train de travailler. C'est certain que ça a dû avoir une influence sur moi, là, le fait de côtoyer comme ça un grand-père que j'idolâtrais, puis que de le voir travailler, de voir ses mains à l'œuvre, ça a sûrement marqué mon imaginaire. Puis mon père était aussi un bricoleur. C'est que je suis tombé un peu dans la talle du bricolage. J'avais accès à des outils très jeunes et il n'y avait pas vraiment de limite du moment qu'on faisait attention. Ça fait que mon père avait quand même pas mal d'outils, puis j'ai été vite en contact avec le travail manuel, là. Est-ce que tu as suivi une formation spécifique pour le métier que tu exerces en ce moment? Ou c'est... Absolument pas. Mais en même temps, oui, parce que même si ce n'était pas dans un cadre institutionnel, j'ai malgré tout eu des très bons formateurs qui ont été plus des employeurs ou parfois même des amis que j'allais aider. Mais beaucoup des jeunes qui étaient plus vieux que moi à l'époque, mais qui m'ont appris, qui m'ont engagé comme apprenti. Puis se sont vite aperçus que j'étais capable d'en prendre. Puis moi, j'ai appris mon métier comme ça, en observant, en regardant, en posant des questions. Et de fil en aiguille, on finit par se développer un métier, là. Puis est-ce que tu pourrais, disons, ce serait quoi les grandes qualités là, pour exister le métier de menuisier d'atelier, selon toi? Selon moi, ça prend d'avoir été mis en contact assez tôt dans sa vie avec un environnement propice et stimulant au travail manuel puis à la créativité. J'ai eu justement la chance là, de côtoyer mon grand-père dans son atelier, puis à l'île d'Orléans, d'où je viens, il y avait beaucoup d'artisans, beaucoup de travailleurs manuels. Ça m'a quand même beaucoup influencé. Puis plus concrètement, je dirais que ça prend de la patience. Ça prend beaucoup, beaucoup de patience, de la détermination. Se développer en tant qu'artisan, que ce soit aujourd'hui ou hier, ça prend beaucoup de temps. Ça prend de répéter des milliers de fois les mêmes gestes, les mêmes mouvements, jusqu'à ce que ce soit inscrit un peu dans ton ADN. Là, quand tu fais quelque chose, ça devient comme un automatisme. Et je pense qu'après 10-15 ans de pratique, tu commences à pouvoir dire que tu es un artisan professionnel. Tout en continuant d'apprendre, là. Tout en continuant d'apprendre, parce que de toute façon, c'est comme ça un peu dans n'importe quoi. Je pense que quand on arrête d'apprendre, il est peut-être temps d'arrêter de faire son métier, là. Tu me parlais un peu plus tôt de la comparaison avec la pratique du métier en Europe, là, les distinctions. Ce serait quoi, selon toi, les principales caractéristiques ou les particularités de ton métier en contexte nord-américain, là, que ce soit le type d'ouvrage ou les matériaux que vous utilisez? Je dirais que le contexte québécois, il y a ça de particulier qu'il y a deux cultures dominantes. Il y a plus que deux cultures, mais il y a deux cultures dominantes qui ont influencé puis la culture canadienne-française, puis la culture plus britannique. À Montréal, bien qu'il reste encore des beaux témoins d'architecture canadienne-française, surtout au bord des rives, ça reste que le restant de notre patrimoine est beaucoup plus teinté par l'influence anglo-saxonne que par l'influence canadienne-française. On a juste à voyager en Nouvelle-Angleterre ou même en Angleterre pour se rendre compte que notre environnement bâti est vraiment beaucoup plus anglo-saxon. Mm-hmm. C'est ça la réalité de notre contexte là, nord-américain. Je pense que j'avais aussi appris à l'école qu'une des particularités, c'est qu'après la conquête, les concepteurs étaient anglo-saxons, mais les corps de métier, les artisans traditionnels restaient
de confession francophone qui OK. continuaient de pratiquer un peu le métier. Donc, le mix entre les deux, c'est ça qui fait la particularité. Oui, je pense que oui. Je pense qu'il y a un mix vraiment entre les deux. Puis moi, je m'intéresse beaucoup à la construction navale aussi parce que c'est un peu mes origines. Et effectivement, on réalise que dans les constructions navales aussi, il y a une influence des deux. Il y a une influence française, mais aussi beaucoup une influence écossaise et anglaise Mhm. là, dans les façons de construire. Tu me parlais un peu là, du chantier sur lequel l'élément que tu nous as montré était destiné, pour lequel Mhm. cet élément-là était destiné. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu comment ça se déroule un chantier type, là, de la première rencontre avec le client jusqu'au moment où vous coupez le ruban? Oui. On ne coupe pas un ruban à chaque fois qu'on Non, fait non, un je suis projet, d'accord. mais ça, c'est un bon exemple d'un chantier type. C'est sur la rue Stanley à Montréal. L'année dernière, on a été invité à faire une évaluation sur le projet. Donc, dans un premier temps, il y a l'étude de cas. On va voir le projet, on regarde comment c'est fait. Après, la deuxième étape, c'est évidemment de faire une espèce de devis et une offre de service très détaillée parce que j'ai pas le choix de le faire ainsi parce que des fois, il y a une partie qui est restaurée sur place par un entrepreneur et on va reproduire ou restaurer d'autres parties en atelier. Ça fait que c'est très important que tout soit bien détaillé. Alors là, la notion de vocabulaire devient importante et Mhm. c'est peut-être aussi la distinction à faire entre un, un menuisier de chantier qui ne possède pas nécessairement le vocabulaire, contrairement à nous, des artisans qui possédons le vocabulaire de notre métier. Et c'est une bonne distinction à faire là, Donc, entre je fais les une deux. parenthèse, là, j'avais souvent consulté votre site, là, si je ne me trompe pas, vous avez même mis sur le site pour des fins de sensibilisation là, plein de la façon d'appeler les différents éléments, puis une Oui, sorte de... c'est ça. J'ai fait il y a plusieurs années déjà un glossaire terminologique Mhm. qui me sert en même temps de présentation on présente notre travail à travers le glossaire. Mais si je l'ai fait, c'est parce que les gens me demandaient toujours comment ça s'appelle cet élément, c'est quoi le nom de telle pièce dans le fronton. Alors moi, j'ai fait beaucoup de recherches. Puis j'ai essayé c'est vraiment pas un exercice exhaustif. Là. C'est fait plus sur la base de nos réalisations à nous, à l'atelier L'Établi, mais ça reste qu'il est très consulté comme base de vocabulaire, si on veut, de notre métier. Le site web sert à tout plein de monde et je réalise aujourd'hui, ça fait déjà une dizaine d'années que j'ai fait ça, qu'il y a beaucoup de gens qui connaissaient pas les termes qu'ils Mhm. aujourd'hui utilisent ou quand ils me font la demande, ils vont voir sur le site puis ils vont utiliser la bonne terminologie pour me demander, mais alors que normalement, ils ne devraient pas connaître ces termes-là. Ça fait que c'est comme un peu un partage de connaissances utilitaire aussi pour. Puis pour revenir au chantier, tu me disais, tu sais, 98% c'est à l'atelier, mais le 2% qui reste, c'est ce que tu me disais, là, les relevés sur place, puis la discussion avec les entrepreneurs et le client. En fait, nous, notre travail se fait en atelier, puis comme je te disais, on va des fois comme consultant sur place aussi. On va étudier pour le démantèlement des composantes parce que la façon qu'on travaille, c'est que les entrepreneurs démontent les pièces à reproduire d'une façon qu'on leur a dicté de le faire avec une pré-identification des pièces, puis ils nous amènent ça à l'atelier. Nous, on remonte le casse-tête et on reproduit tel quel les pièces. Ça, c'est dans le cas de figure où on a toutes les composantes d'origine, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, quand il n'y a pas toutes les composantes d'origine, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un travail de recherche qui se fait en amont et on fait des propositions dans le sens et l'esprit du bâtiment sur lequel on travaille. Alors, des fois, ça se fait assez rapidement parce qu'avec l'expérience, on finit par savoir
qu'il manque une moulure d'houssine à cet endroit-là, qu'il manque des cannelures sur les pilastres qui ont été tout simplement capées par une autre planche de bois ou des fois par de l'aluminium. Il y a une certaine époque, dans les années 70-80, on mettait de l'aluminium sur toutes nos belles boiseries parce qu'on n'avait pas nécessairement les moyens de les restaurer ou de les entretenir, puis même pas les moyens de les enlever. Alors, on faisait juste caper avec de l'aluminium les belles corniches, les beaux frontons, les beaux ornements comme ça. Puis, c'était la façon de faire. Donc, il y a un peu de travail de conception aussi, je comprends bien des fois. J'en arrivais là justement. Il y a du dessin technique à faire. Il y a aussi des tracés grandeur nature qu'on va souvent faire quand on n'a pas besoin de faire un dessin technique pour faire approuver. Ben, souvent, je dis à mon équipe, ben, regarde, trace-toi une épure, grandeur nature, puis après ça, ben, base-toi sur ton épure pour fabriquer les pièces. C'est une façon qui était très utilisée autrefois pour le travail de menuisier. Ensuite, on fait la reproduction intégrale de chacun des items. Dans certains cas, pas toujours, mais de plus en plus souvent, les entrepreneurs nous demandent de faire toute la finition avant de livrer. Ça fait que toute la finition est aussi faite en chambre de peinture. Et puis souvent aussi, on assemble le plus possible les composantes qu'on a reproduites, on va les assembler. Comme par exemple, si on fait une corniche de 25 pieds de long, mais on va faire 2 sections, mettons, de 12,5 pieds. Et on va donner les 2 sections presque complètement montées. Des fois, on laisse une coupe de moulure en haut qui vont permettre à l'entrepreneur de venir visser la structure après la structure du bâtiment. Puis après, il reste seulement les boiseries finales à installer. Puis tout est fini. Il y a juste des touch-ups, des retouches de finition, pour le dire en bon français. Puis, ça fait que les entrepreneurs apprécient beaucoup qu'on puisse amener le travail à un degré de finition comme ça parce que le temps chantier coûte très cher et le temps atelier coûte moins cher. Ça fait que moi, j'essaie de convaincre l'entrepreneur qu'il est mieux de nous laisser amener le projet le plus loin possible qu'on peut l'amener en atelier. Puis par la suite, installer, ça devient un jeu d'enfant pour eux. C'est que souvent, le travail d'atelier est beaucoup plus long dans tout le travail de restauration de façade qu'on fait que le travail sur le chantier. Pas tout le temps, parce que des fois, il y a des gros travaux en structure à faire, mais quand la structure est encore saine, puis que il y a juste à réinstaller les boiseries, ben, le travail d'atelier peut être des fois 2-3 fois plus long que le travail de chantier. Quand tu parlais de finition, est-ce que c'est parce qu'on les voit souvent peintes, là, ces éléments architecturaux-là? Oui. Vous faites la peinture sur place aussi? On fait la peinture en atelier. Okay. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton premier chantier? Je ne sais pas si tu t'en rappelles ou si ça t'a marqué. Ah oui, ça m'a marqué. Ouais. Je m'en rappelle très bien. En fait, mon premier chantier de ce qui m'a amené à faire du patrimoine, parce que j'avais déjà une bonne expérience de menuisier. J'ai d'abord été menuisier charpentier dans ma jeunesse. Après ça, bien des années plus tard, j'ai découvert plus le travail d'atelier. Puis, une bonne journée, j'ai un entrepreneur qui est venu dans mon atelier, que ça faisait pas très longtemps que j'étais parti à mon compte, pour me demander de reproduire 6 lucarnes d'un toit, une fausse mansarde là, à Montréal. Un ouvrage très représentatif de ce qu'on fait encore aujourd'hui. Et, il y avait 6 lucarnes à reproduire les jambages et les frontons et une bonne partie de la corniche aussi qui était à reproduire. C'est qu'il m'a demandé si j'étais capable de faire ça. J'ai dit, ben oui. J'ai jamais fait ça, mais je pense que je suis capable de te le faire. C'est que j'ai pris le contrat, puis une semaine après, je l'ai appelé, j'ai dit, viens chercher tes éléments, tout est prêt. Alors, ça a été pour moi un coup de foudre professionnel. J'ai adoré faire ça. C'était comme un peu un hybride entre, j'avais déjà une expérience de menuisier charpentier, mais aussi j'avais travaillé un petit peu dans des ateliers de décor.
Et là, il y avait comme un mélange des deux, puis il y avait quelque chose aussi d'historique puis de patrimonial, ce qui m'intéressait beaucoup de par mes origines. Je pense que quand on vient d'une belle place comme l'île d'Orléans, on Mhm. s'intéresse à l'histoire, on s'intéresse au patrimoine bâti. Et c'est ça. Depuis ce temps-là, je travaille régulièrement encore avec cet entrepreneur-là qui, depuis 20 ans, on collabore sur des dizaines de projets par année ensemble. Super. Puis donc, si je comprends bien, c'est plus souvent avec les entrepreneurs que tu fais affaire qu'avec directement les propriétaires ou les clients. En fait, en volume, je fais peut-être quand même pas mal de particuliers, mais pour les particuliers, souvent les projets sont plus petits. Les gros projets en patrimoine, ben, il y a presque toujours un entrepreneur derrière. Et c'est mieux pour nous aussi parce que ça fait beaucoup moins de gestion. C'est l'entrepreneur qui gère le chantier. Puis nous, on se concentre sur une tâche qui est pas facile, là, c'est la reproduction des éléments ornementaux et architecturaux. Fait qu'on on concentre nos activités sur ce dans quoi on est bon et on laisse l'entrepreneur faire l'installation. Je dis on le laisse faire l'installation, mais dans le fond, on ne le laisse pas à lui-même. On fait des plans de montage, on lui explique, l'entrepreneur, avant de livrer, va venir dans l'atelier, on va tout lui expliquer La séquence. la séquence pour que ça soit simple pour lui. Puis, le cas échéant, si jamais il y a un problème sur le chantier, il nous appelle. Moi, je me déplace ou un de mes hommes se déplace pour aller l'aiguiller puis l'aider pour installer les pièces. Mais la plupart du temps, les entrepreneurs avec qui on travaille ont quand même beaucoup d'expérience aussi, puis ils se débrouillent assez bien pour installer nos pièces. Il faut savoir quand même qu'il y a, à cause de la CCQ puis des normes Mhm. sur les relations de travail, ben, on n'est pas toujours autorisé à être présent sur les chantiers de construction. À tout le moins, on peut y être, mais ne pas travailler comme tel. On peut y être comme fabricant. On a travaillé beaucoup auprès du CMAQ, le Conseil des métiers d'art du Québec, qui nous représente, les artisans. On a travaillé beaucoup ces dernières années sur la reconnaissance du statut d'artisan sur les chantiers de construction. On a même réussi à faire ajouter une clause dans la régie du bâtiment comme quoi les artisans, dans un cas où le travail est patrimonial puis que juste des artisans qui peuvent faire ce travail-là, il peut y avoir une exception pour inviter un artisan à travailler sur place. Super. Puis tu me parlais des gros projets souvent qui sont plus avec les entrepreneurs. Est-ce qu'il y en a un dont tu es le plus fier ou qui pourrait. Oui, je dirais que le chantier dont on est le plus fier, ben, en fait, en nommer un, c'est impossible parce qu'il y en a vraiment beaucoup de choses nous, on a la chance de voir le résultat de nos produits. En plus, on travaille beaucoup dehors, on se promène dans les rues, puis moi, il n'y a pas une rue sur le plateau Mont-Royal où j'ai pas fait quelques maisons, restauré quelques maisons. Mais à chaque année, on fait un ou deux projets qui sortent un peu de l'ordinaire. Puis il y a deux projets là, auxquels j'ai pensé. C'est la porte du pied du courant qu'on a Oui. reproduit il y a quelques années. Puis aussi un autre beau projet de porte qu'on a fait l'année dernière pour l'édifice des Fusiliers Mont-Royal sur la rue des Pins, Mhm. qui est comme un petit peu d'architecture Châtelet, là, avec ses tourelles et tout. Puis on a refait la porte d'entrée principale là, sur la façade de la rue des Pins qui est magnifique. Et un autre projet qu'on a beaucoup aimé réaliser, c'est des roues de canon qu'on a fait pour un champ d'honneur militaire, deux champs d'honneur militaires à Montréal, en fait. Et on n'avait aucune idée de comment ces roues de canon pouvaient bien se réaliser. Puis c'était un peu le même cas d'espèce pour les portes. Là, on savait à peu près, mais on n'avait jamais approfondi ces connaissances-là puisque on ne nous l'avait jamais demandé de faire. Ça fait que moi, c'est la partie que j'aime, c'est faire des recherches, poser des questions. Ça m'arrive d'écrire à des compagnons en France pour leur demander, des fois, ils ont peut-être un bagage au niveau de la littérature sur le sujet. Fait que à chaque fois, j'ai eu des éléments
pour m'aider à monter le dossier. Comme les roues de canon, on a trouvé un manuel du charron du 19e siècle Ah ouais. qui avait à la grande bibliothèque de Montréal. Et on a fait vraiment des techniques. Ça a l'air simple quand on voit une roue en bois comme ça, mais c'est très complexe à réaliser. Et les clients les avaient fait refaire il n'y a même pas 10 ans avant, puis elles étaient complètement finies parce qu'elles n'avaient pas été faites comme il faut. Elles n'avaient pas été faites dans les règles du métier. Fait qu'on on a vraiment respecté les façons de faire, même le matériel. On a utilisé les essences proposées. Puis, à chaque fois, ben, ça fonctionne. Super, mais est-ce qu'on peut les voir, ces roues de canon-là? Est-ce qu'ils sont exposés en quelque part? En fait, sur ma page Facebook, vous pouvez voir beaucoup d'éléments. Ça fait quand même quelques années que je l'entretiens, puis c'est un peu mon portfolio. Hein. Sur le site web, on voit beaucoup de choses, mais c'est plus statique. Alors, sur la page Facebook de l'atelier, on a restauré une de ces roues qu'on avait refait il y a peut-être 10 ans. L'année dernière, j'en ai profité pour mettre quelques photos. Si vous reculez un peu le fil des événements sur Facebook, sur ma page de l'atelier L'Établi, vous allez voir les roues. Mais sinon, vous pouvez les voir au cimetière Mont-Royal. Il y a 2 canons qui sont à l'entrée du cimetière. Puis il y en a l'autre cimetière dont je me rappelle plus le nom, mais il est à Pointe-Claire, dans l'ouest de la ville. C'est un très, très grand cimetière, un champ d'honneur militaire. Là. Alors, puis là aussi, il y a 2 canons à l'entrée du cimetière et les roues sont toujours là à soutenir ces canons qui dataient de la fin du 19e siècle. Super. Et je vais rentrer un peu plus dans quelque chose un peu plus, disons, moins concret, mais quand même tout aussi important, là, des questions par rapport au patrimoine. Est-ce que tu Oui. pourrais nous dire en quelques mots pour toi, c'est quoi le patrimoine? Tu nous as parlé un peu de ton histoire à l'île d'Orléans, mais Oui, ben, c'est sûr que c'est un peu indissociable de mon héritage familial euh, qui m'a donné quand même une conscience du patrimoine. Euh, Puis l'histoire, pour moi, c'est devenu une vraie passion aussi avec le temps. J'ai pris conscience que il y a quelques années que mes deux grands-pères qui ont amené leur savoir-faire et leur talent dans leur tombe ont été un peu les derniers, chacun dans leur métier, à avoir vraiment exclusivement gagné leur vie. Un avec la charpenterie de marine en bois et l'autre avec l'horlogerie, qui est un métier qui est quand même un peu en voie de disparition. Ça fait que c'est un peu, je pense, les éléments déclencheurs qui m'ont amené à, à apprécier le patrimoine. Puis je pense que les hommes et les femmes en général aiment se faire raconter une histoire. Puis mhm. moi, ce qui me touche dans le patrimoine, c'est l'histoire que ça raconte. Le bâtiment comme tel, le bâti raconte une histoire, mais également notre métier. Puis je pense que c'est un attrait, ça a été un attrait pour moi là, de sentir comme ça. Ouais, Tu parlais un peu des liens avec tes grands-parents, mais tu sais, j'ai fait un peu de restauration. Puis il y a aussi un lien spécial qui s'établit, tu sais, quand on restaure une pièce, une table, peu importe. Moi, c'est plus des oui, petits. Mais avec la personne qui l'a fait, tu sais, qui n'existe pas, qu'on n'a jamais rencontré, mais qui a déjà passé beaucoup de temps à réaliser une œuvre. Puis toi, tu reprends son travail oui. après des fois 100 ans. C'est quand même un lien spécial. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui nous ont précédés et les artisans qui nous ont précédés parce que les éléments d'origine ont été à l'origine de mon savoir-faire. Parce que moi, je ne l'ai pas appris à l'école, je l'ai pas, j'ai appris la menuiserie avec des maîtres dans mon domaine, mais ma spécialité, c'est moi qui l'ai développée avec le temps. Ça s'est fait sur une longue période, mais c'est vraiment en observant puis en démontant les composantes d'origine sur les différents travaux qu'on a fait que j'ai pris des notes, j'ai vu les façons de faire, que
des fois sont très bonnes, des fois un peu moins bonnes, on a amélioré certains trucs, mais la plupart du temps, les ouvrages qui étaient faits par les anciens étaient vraiment très bien exécutés. Je prends la balle au bon pour poser une question qui était posée par Frank sur Facebook là, par rapport à ça. Oui, Toi, tu as dit que tu as appris sur le tas un peu avec des oui. compagnonnages. Est-ce qu'il y a une école en soi de compagnonnage au Québec ou une façon de l'intégrer plus officielle que par la rencontre d'un maître et son apprenti? Il y a beaucoup d'écoles d'ébénisterie au Québec. Il n'y a pas d'école de menuiserie d'atelier, malheureusement. Mais là, il y a justement une formation. Le CMAQ sont en train de développer avec le ministère de l'Éducation des formations dans différents métiers. Et les deux métiers dont on va faire les premières formations sont justement, l'un, c'est la menuiserie, l'ébénisterie en patrimoine, et l'autre, c'est tailleur de pierre. Et c'est les deux premiers métiers là, qui vont, dont il va y avoir une formation complète Super. collégiale qui va être donnée sous la gouverne du Cégep du Vieux-Montréal. Puis j'imagine Je, avec une formation vient aussi la question de peut-être avoir un corps d'un métier reconnu. Là. Il y a David Ruel qui posait la question par rapport à avoir accès aux chantiers puis les ébénistes. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va suivre avec la création de ces formations-là? En fait, l'industrie n'aura pas le choix parce que plus ça va, moins il y a d'artisans et plus ça va, plus on a conscience de notre patrimoine, plus il y a des travaux en patrimoine qui s'exécutent, même si on entend beaucoup parler de démolition puis de saccage de notre patrimoine bâti. Je pense que quand même, on n'en a jamais autant parlé, puis on n'a jamais tant investi d'argent dans le patrimoine que maintenant. Et ça ne va pas aller en diminuant. Je pense que maintenant, les gens ils ont cette conscience-là, la plupart des gens. Peut-être pas les promoteurs immobiliers tout le temps, quoique certains l'ont aussi. Mais c'est ça. Moi, je pense que ça va aller. Les formations vont être là justement pour amener du sang neuf sur les chantiers de construction. Mhm. Après, qu'est-ce qui va arriver avec la relation de travail entre les ouvriers de la construction et les artisans? Je ne pourrais pas vous le dire, mais moi, je pense que chacun va trouver Fondu. sa place là-dedans. Les artisans, on n'est pas menaçants pour l'industrie de la construction. On ne sera jamais en grand nombre, mais il faut qu'il en reste pour préserver ce qu'il y a, et On s'est souvent préserver bien les dit que savoir-faire aussi. ça vient avec une sensibilisation tant des clients ou des propriétaires. En architecture aussi, moi j'ai étudié en architecture, puis c'est fou quand même que ce soit seulement une petite branche de spécialité, alors que la ville, pour la plupart, existe déjà, puis tous les architectes auront à intervenir sur de l'existant. C'est un Oui, peu la même chose avec les entrepreneurs. tout à fait. Je continue un peu avec la veine du patrimoine. Je veux savoir, c'est quoi les enjeux ou les défis quand on travaille dans le patrimoine par rapport à, disons, le métier de menuisier que tu pratiquais avant, qui n'était pas spécialisé dans le patrimoine. Les enjeux, les défis, ben, le plus grand défi, c'est de convaincre les gens que le patrimoine, c'est pas juste une dépense, mais c'est un investissement. Puis quand on assiste à des démolitions sans vergogne, des super beaux bâtiments patrimoniaux, le geste, il faut savoir qu'il est irréversible. On ne reconstruit pas une église. On ne reconstruit pas un bâtiment historique. Quand on détruit, ben c'est malheureusement c'est fini. Ça fait que en Europe, moi je voyage beaucoup en Europe. Ma femme est française, puis j'ai l'occasion d'aller régulièrement en France. Pas cette année, évidemment, avec tout ce qui arrive, mais je réalise en voyageant que c'est vraiment la raison pour laquelle les gens aiment voyager en Europe, c'est que le bâti et l'histoire est présente. Et nous, on démolit des bâtiments qui en Europe ce serait un sacrilège de démolir. On démolit ça parce que ça coûte cher. Mais je pense que le coût de la destruction est pas mal plus grave
le coût de l'entretien et de la remise en valeur finalement des bâtiments qui, même si c'est pas pour occuper leur fonction première, il en reste pas moins que c'est des beaux bâtiments, puis il y a toujours une deuxième vocation ou une troisième vocation qu'on peut donner à des bâtiments qui ont été construits il y a 100 ans ou il y Absolument. a 150 ans. Puis parlant de ces bâtiments-là, est-ce qu'il y en a un à Montréal, là, disons, que tu rêverais, sur lequel tu rêverais de travailler, qui est un peu... Ben, en fait, les bâtiments, c'est plus un style de bâtiment, c'est les églises. On n'a pas vraiment travaillé jusqu'à maintenant sur des églises et je pense qu'on a le savoir-faire, les connaissances pour le faire. C'est juste que ça n'a pas donné qu'on fasse ce genre de travail-là. On dirait qu'il y a peut-être une petite chasse gardée entre les entreprises, puis ça n'a juste pas à donner. Puis je trouve ça tellement malheureux de voir démolir ces bâtiments-là. Hmm. Je suis quelqu'un de pas très religieux. C'est pas pour l'aspect religieux, c'est vraiment pour architecturellement, je trouve que les églises, c'est quand même les plus beaux bâtiments qu'on a construits ici. Et je trouve ça vraiment un sacrilège de démolir une église. Je ne comprends pas à chaque fois qu'on démolit une église, je ne comprends pas ce geste qui a, qui a que des intérêts économiques derrière parce que ça ne se peut pas là, de défaire des beaux bâtiments comme ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu, je voulais parler un peu de l'évolution de ta pratique, là, tu sembles bien la connaître, là, donc tu vas être en conversation avec des compagnons, puis tu vas souvent en France. Est-ce que tu pourrais me Mm-hmm. parler un peu de l'évolution de la pratique de... Je ne sais pas s'il y a une distinction à faire dans l'histoire, là, entre le moment où la menuiserie est devenue une menuiserie d'atelier ou la menuiserie sur le chantier. En fait, je te laisserai parler un peu de ça. Ben, s'il y a un métier qui a marqué notre histoire depuis le début de la colonisation en Amérique, c'est bien celui de menuisier. Dans toutes les familles, on a un ancêtre qui a travaillé le bois depuis le 17e siècle. Le secteur du bois a occupé une bonne partie de la population d'artisans. J'ai pris des informations comme ça en me posant la question. Au 17e siècle, il y avait comme une bonne partie de la population ouvrière là, qui était vraiment dans la niche du bois, pas nécessairement menuisier, mais il y avait des charpentiers, il y avait des ouvriers de la construction navale. Ça correspondait à presque 50% des artisans, tout métiers confondus, mais liés au bois. Alors, on a vraiment une histoire avec le bois. Souvent, je compare en Europe, c'est la pierre qui est un petit peu plus présente. On voit la pierre dans l'architecture un peu partout. Nous, on a remplacé souvent la pierre par le bois. Ça fait que encore aujourd'hui, je pense que le métier de menuisier, ça reste un métier, ça s'est transformé beaucoup avec le temps. Ce qu'on fait, nous, je crois que c'est assez marginal par rapport à l'industrie, mais ça reste que des menuisiers, on en a besoin encore beaucoup parce que l'essentiel de nos maisons, de notre bâti, est fait encore en bois. Au moins pour la structure. Et c'est un métier qui a évolué, qui s'est transformé, qui est peut-être plus normé aujourd'hui. On transforme un menuisier, charpentier ne va pas transformer la matière première. Ça va être plus un assemblage de pièces normées qui vont constituer le bâti, mais ça reste qu'il y a encore beaucoup, c'est un métier qui est encore très présent dans l'industrie de la construction, le métier de menuisier. Est-ce que tu en parlais un peu plus tôt, là, il y a une maxime qu'on connaît tous, là, que le bâtiment le plus vert est celui qui existe déjà. C'est quoi la relation, disons, entre la pratique par rapport au patrimoine puis le lien avec le développement durable? Tu en parles un peu, mais je ne sais pas si tu pourrais t'entendre là-dessus. Ben, moi, la seule chose que j'ai à dire là-dessus, c'est que c'est clair que ça va de soi que les métiers traditionnels, ils s'inscrivent vraiment dans la mouvance du développement durable. Autant par la préservation du patrimoine matériel que par le patrimoine immatériel que sont devenus nos métiers aussi. Moi,
juste dans ma petite entreprise, ben, on fait travailler 6-7 travailleurs, c'est des jobs à plein temps sur une base annuelle, faire un travail quand même relativement artistique et intéressant pour des menuisiers. J'ai beaucoup d'ébénistes ici qui ont fait, avant de travailler pour moi, des fois plus des armoires de cuisine en panneaux, en matériaux composites ou en stratifié. C'est certain que le type de travail que je leur offre dans mon atelier, c'est un travail qui est quand même assez rare, qui est très précieux, puis ils apprécient beaucoup la qualité du travail que j'arrive à rentrer dans l'entreprise. Ici, on n'achète presque pas de panneaux. C'est tout des matériaux bruts. On achète notre bois puis on le transforme. Tout ce qui sort de l'atelier a été transformé à l'atelier. Alors, ça aussi, ça s'inscrit dans une mouvance d'encourager le travail local. Je pense que si on faisait le tour de tous les critères du développement durable, ben, on pourrait cocher oui à plusieurs cases. Je mets pas ça de l'avant, c'est pas, même si c'est quand même une priorité pour moi, mais j'ai jamais vraiment mis ça de l'avant parce que pour moi, ça va de soi. Oui, puis comme tu l'as dit, peut-être ça coûte plus cher faire affaire avec des métiers traditionnels, mais l'argent qu'on investit, c'est pas dans des ressources qu'on va exploiter, transporter, peut-être enfouir après, mais dans un savoir-faire humain puis un patrimoine immatériel. Là, ça, c'est absolument à prendre en considération quand on considère le coût. C'est le coût. C'est ça. Puis même le bois qu'on utilise, ça vient toute la côte est américaine puis du Canada. Alors, c'est quand même, essentiellement, on utilise du pin. Et le pin, ben, ça pousse ici, en Amérique du Nord. Oui, mais tu le disais, c'est assez rare de travailler avec du bois plein. J'ai fait une formation en ébénisterie, puis la première chose que nos professeurs nous ont dit, c'est que préparez-vous à travailler toute votre vie avec du panneau. Donc, j'avais eu l'occasion de visiter ton atelier, puis c'est ça qui m'avait le plus marqué, la présence de la matière. Vraiment appelé. J'ai une dernière question par rapport à ton métier. Tu en as parlé un peu, là, mais c'est quoi les enjeux, les défis ou les opportunités pour la pratique de la menuiserie d'atelier, la menuiserie en général patrimoniale pour le 21e siècle? Ben, le premier qui me vient à l'idée, c'est la formation. C'est le principal défi, c'est de préserver les techniques puis les savoir-faire. Tout le monde n'est pas autodidacte, puis peut-être pas le même acharnement à découvrir puis à ressusciter des savoir-faire. Je pense que c'est important qu'il y ait de la formation, puis qu'il y ait de l'éducation, de la sensibilisation face à nos métiers. Les métiers, pour rester vivants, ils doivent être pratiqués par un certain nombre de personnes qui sont en mesure de répondre vraiment à une industrie qui est en plein essor. Moi, mon entreprise a seulement 20 ans, mais je peux te dire qu'en 20 ans, on a un grand bout de chemin qui a été fait par rapport à la conscientisation du patrimoine. Il y a 20 ans, il y a peu de gens, sauf les spécialistes, qui parlaient du patrimoine. Puis aujourd'hui, chaque arrondissement de Montréal, chaque municipalité du Québec s'est doté d'une politique du patrimoine. C'est pas toujours mis en œuvre de la bonne façon, mais en tout cas, il y a déjà un gros pas en avant qui a été fait. Les actions pour arriver à concrétiser tout ça vont sûrement aller en grandissant. Puis moi, je suis très confiant qu'il va y avoir, surtout là, avec le projet de faire des formations pour les artisans en métier d'art, je suis très optimiste là, par rapport au développement des métiers traditionnels qui vont rester marginales, c'est certain. Hein? Il n'y a pas, demain matin, il n'y a pas 10 000 personnes qui vont s'inscrire à une formation de forgeron ou de tailleur de pierre ou de menuiserie d'art. Mais pour les quelques personnes
dont on a besoin dans l'industrie, qui vont souhaiter s'en aller là-dedans, ben, au moins, il va y avoir une formation possible. Puis après, ben, la vraie formation, elle se fait en entreprise, soit en créant sa propre entreprise, soit en travaillant pour des gens qui ont besoin de main-d'œuvre dans le domaine. Absolument. Puis, comme tu le dis, c'est un écosystème, là, avec l'enthousiasme pour le patrimoine, il y a aussi la reconnaissance de ceux qui peuvent le préserver, le conserver, puis Oui. continuer à le promouvoir. D'ailleurs, on le cite souvent, là, mais au Japon, ont été considérés certains, certains menuisiers des temples, non pas les temples comme étant un trésor national, mais les menuisiers en soi, parce que c'est eux qui pouvaient les restaurer puis les reconstruire dans le cas où ils disparaissaient. Alors que les temples en soi sont périssables parce qu'ils sont faits de matières périssables, mais Ben le voilà, patrimoine immatériel ne l'est on pas. est un trésor national. Oui, on va parler à la gouverneure générale pour essayer de vous faire reconnaître ça. Juste en conclusion, puis après on va passer à une courte période des questions, mais disons, d'un point de vue plus sensible pour toi, ton métier, si tu avais à les décrire par tes 5 sens, là, une odeur, une texture, une couleur, un bruit, qu'est-ce que ça serait? En fait, une odeur, moi, je pense tout de suite à l'odeur de pain, de Mhm. résineux, en fait. Et, à chaque fois qu'un client rentre dans mon atelier, c'est toujours le même commentaire. Ça sent bon, ça rappelle quelque chose. Ça fait appel à la mémoire. Je pense que le sens de l'odorat, c'est quelque chose qui fait vraiment appel à la mémoire. Puis j'ai remarqué que les gens étaient particulièrement sensibles à l'odeur du pain. Moi, je le sens plus, malheureusement. Je pense que il faut que je parte longtemps de mon atelier pour le sentir parce que j'ai tellement le nez dedans depuis trop d'années que j'ai moins il faut que quand je pars en vacances puis je reviens 3 semaines après, là, je le sens. Mais, euh, mais en tout cas, c'est l'odeur, c'est un des sens qui marque le plus les gens quand ils rentrent dans mon atelier. Super, ben, je penserais, Ah, à moins que tu voulais continuer avec les, ah, ben les quatre autres sens. la texture, ben j'avais écrit le veinage parce que le bois, ben c'est un peu comme je trouve qu'il y a un corollaire à faire avec le corps humain. Tu sais, il y a les veines du bois, il y a de la sève qui monte dans les arbres et je trouve que le veinage, c'est une texture qui rappelle ça. Puis la couleur, ben, vert, parce que sans la photosynthèse, ben, il n'y aurait pas d'arbres. Les arbres Hmm. ne grandiraient pas. Puis le vert est une couleur, je trouve, qui marque notre métier. Et puis le bruit, ben, c'est le sifflement des machines. Évidemment, on travaille dans un contexte où on n'est pas juste avec des outils manuels, quoique chacun de mes employés ont chacun leur coffre d'outils manuels qu'ils utilisent régulièrement. Mais ce qu'on entend beaucoup, ben, c'est dans un atelier de menuiserie, c'est les toupies, les raboteuses, les dégauchisseuses, etc. Alors, le bruit des machines fait partie de notre vie au quotidien. Super. Il y avait une question, merci beaucoup, hein. Il y avait une question par rapport à, juste revenir un peu sur juste un instant. Pour la reproduction des œuvres, tu disais, tu arrivais des fois sur des chantiers, les œuvres étaient en mauvais état. Oui. Comment est-ce qu'on s'y prend concrètement là, pour reproduire les œuvres des ministéries déjà existantes, pour les remplacer, tout ça? C'est des photos? Est-ce que c'est des dessins? Tu me parlais des purs. Souvent, les photos sont notre base de travail. Même, on travaille étroitement aussi avec les arrondissements ou la ville-centre qui ont des archives. Je suis en contact avec quelques personnes qui y travaillent, puis régulièrement, je leur envoie une adresse là, en leur demandant est-ce que vous pouvez m'envoyer la plus vieille photo que vous avez de ce bâtiment-là. Des fois, on a des heureuses surprises. Ça nous permet de faire les dessins en fonction des images qu'on a. Des fois, la plus vieille photo qu'ils ont, c'est 1980. Et 1980, je peux vous assurer que c'était pas une belle période pour le patrimoine bâti. Oh non. Ça fait que, mais les photos sont notre base de travail vraiment essentielle. Là. Même avant de démonter, je ne l'ai pas mentionné dans les étapes de réalisation d'un projet, mais il y a beaucoup de photos sont prises avant, pendant et après. Il y a des projets sur lesquels je peux avoir des centaines de photos.
parce que c'est très important. On travaille souvent sans plan, sans dessin avant de mettre en œuvre. Fait que c'est les photos là, qui vont nous permettre de reconstituer, surtout quand on a toutes les composantes. Des fois, ça arrive dans un tas, puis il faut tout démêler les pièces. Alors, les photos vont nous aider à reconstituer le puzzle. Puis après ça, bon, on fait notre débit, puis on finit par tout réassembler ça à neuf, là. Donc, à partir des photos, vous faites des dessins AutoCAD, des dessins techniques? Oui, on travaille beaucoup avec SketchUp depuis plusieurs années, un peu moins avec AutoCAD. Le SketchUp, le 3D, les rendus sont plus intéressants. Puis sinon, ben, on trace des épures grandeur nature, comme je disais tout à l'heure. C'est une technique qui est beaucoup utilisée. Les gars sont à l'aise avec ça, sont capables de le faire. Quand on a les pièces d'origine, ça ne nécessite pas toujours d'aller en profondeur dans le dessin technique. C'est plus quand c'est des projets institutionnels ou des projets qui a plus les composantes, là, il faut soumettre un dessin. Puis tant qu'à y être, ben, on fait le jeu de plans avec, puis ça part en atelier, puis on réalise à partir des plans. Mais quand on a toutes les composantes d'origine, c'est pas nécessaire de refaire les dessins, à moins que ça nous soit demandé. Quand tu dis épure, est-ce que tu pourrais expliquer un peu c'est quoi? Ben, une épure, c'est un dessin grandeur nature. Alors, on va tracer une épure d'un élément où la vue de coupe, par exemple, une corniche est constituée de plusieurs composantes. Alors, chacune de ces composantes-là va être tracée grandeur nature. Puis par la suite, le menuisier, il prend ses mesures sur l'épure pour faire l'ensemble de l'œuvre. Un peu comme les drafteurs faisaient pour les bateaux. Les bateaux travaillaient souvent à partir d'une demi-coque et chacune des lamelles de la demi-coque de bateau servait à prendre les mesures pour dessiner les pièces grandeur nature, souvent au sol ou sur un panneau. Puis après ça, ben, les menuisiers prennent leurs mesures sur l'épure en question. Super, c'est vraiment fascinant. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je m'adresse à toi, là, Facebook. J'ai relayé les questions, je crois, qui avaient déjà été posées. Sinon, moi, j'en avais une un peu plus personnelle, ben, pas personnelle, mais tu me parlais un peu de l'évolution de ton métier. Est-ce que les outils, disons, numériques, comment tu entrevois ça à travers ton métier, là, les CNC et compagnie? C'est une très bonne intervention parce que j'ai oublié d'en parler, mais c'est des outils qui nous aident beaucoup à rendre les ouvrages des fois un petit peu plus abordables. On a accès, dans notre atelier, on n'a pas de machine à commande numérique, on n'a pas l'espace pour avoir ça, puis j'ai toujours un peu résisté à ça. Mais dans notre immeuble, qui est un immeuble industriel là, où il y a près de 350 travailleurs et une quarantaine, peut-être 50 entreprises, il y a plusieurs machines à commande numérique et même des machines à découpe au laser. Puis, ça arrive vraiment régulièrement que lorsqu'il y a des répétitions, on va faire le dessin, puis on fournit le matériel, on le fait découper à la CNC. Puis s'il faut corriger certains arrondis, on va le faire après manuellement. Mais autrement, ça donne vraiment, ça accélère vraiment le travail, puis ça nous permet aussi de faire autre chose. Il n'y a pas un menuisier qui trouve ça intéressant de répéter 50 fois la même pièce. Alors, quand on peut le faire à la CNC, mais on utilise ces outils-là qui sont modernes, mais qui rendent un sérieux coup de main, surtout que c'est difficile d'avoir aussi de plus en plus de la main-d'œuvre. À ceux qui disent que ça enlève du travail, on est plutôt dans la problématique inverse depuis quelques années. C'est de trouver de la main-d'œuvre, c'est très, très, très compliqué. Alors, la plupart des entreprises qui peuvent utiliser une machine à commande numérique, ils vont se tourner vers ces outils-là qui peuvent être très, très, très pratiques. J'ai une question de Caroline pour un peu comprendre tes goûts, si je peux dire, qui pose la question, serait quoi ton bâtiment préféré dans le Vieux-Montréal? Puis c'est quoi tes opinions sur les nouveaux condos dans le Vieux-Montréal? Ben, moi, mon bâtiment préféré, c'est le marché Bon Secours.
qui est absolument monumental, mais qui est aussi par ses volumétries, ses colonnes sur la rue Saint-Paul. Tout est... puis, c'est l'histoire que porte ce bâtiment-là qui est extraordinaire aussi. Et c'est vraiment mon bâtiment préféré du Vieux-Montréal. Qu'est-ce que je pense de transformation en condo? Moi, je suis arrivé à Montréal en 1990, ça fait bientôt 30 ans. Et le Vieux-Montréal, quand je suis arrivé, on louait des appartements pour une bouchée de pain, pour qu'il y ait des gens dedans. Tout le monde désertait le Vieux-Montréal. Aujourd'hui, le Vieux-Montréal n'a jamais été aussi vivant. Après, le type de clientèle qui s'y retrouve, je ne veux pas porter de jugement de valeur sur le genre de personnes que ça attire parce que je n'ai vraiment pas d'opinion là-dessus, mais je trouve quand même qu'au niveau de la préservation des bâtiments, il y a quand même, on peut dire que le Vieux-Montréal a ressuscité de ses cendres ces 30 dernières années. C'est pas toujours gagnant, mais quand même, ça s'est nettement amélioré par rapport à l'état dans lequel c'était il y a 25-30 ans. Oui, bien on se rappelle qu'il y a eu des plans pour faire passer l'autoroute Ville-Marie Eh oui, dans le Vieux-Montréal. dans Et le vieux de Montréal, et il ouais. s'est détruit aussi des, des, euh, des artefacts et Mhm. des beaux bâtiments, mais ça reste que ces dernières années, je pense qu'on prend un petit peu plus soin du vieux Montréal. Après, socialement, qu'est-ce que ça devient? Mhm. Ça, c'est un autre débat. Puis peut-être une dernière question avant de te laisser à ton atelier. Est-ce que tu as déjà fait ou est-ce que tu serais intéressé à faire des projets contemporains? Tu sais, un architecte, un concepteur vient te voir en disant on veut faire un élément important de menuiserie, mais c'est pas à partir du patrimoine. Oui, ça nous L'occasion arrive de à faire ça. l'occasion de faire des projets plus de designer ou d'architecte. Moi, du moment que c'est en bois puis que le travail est intéressant, que ce soit du patrimoine ou non, je pense que c'est important de dire que si les artisans travaillent sur le patrimoine aujourd'hui, c'est pas par choix tout le temps. C'est parce que pour exécuter notre travail, si on ne travaille pas sur le patrimoine, on n'a pas de travail. Ça fait que Mhm. moi, travailler le bois comme on le travaille à l'atelier, si je n'étais pas dans la niche du patrimoine, le bois est de moins en moins présent dans l'architectural. Mhm. On va opter plutôt pour des matériaux composites ou des matériaux où le niveau de dégradation est moins rapide. C'est certain que le bois à l'extérieur, ça demande un entretien, un grand entretien. Puis aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps d'entretenir, ça fait qu'ils vont choisir plutôt pour des matériaux qui demandent moins d'entretien ou qui donnent l'illusion d'en demander moins. Ouais. Puis tu sais aussi, je pense que moi je suis assez aussi optimiste pour l'architecture contemporaine, là, de la même manière que pour la préservation du patrimoine. Parce que tu sais, des corps de métier comme le tien qui existent, qui deviennent de plus en plus établis, ça va permettre de retrouver ce lien de confiance entre le concepteur et l'artisan comme il était avant. Oui, Plutôt que juste avec une série de fournisseurs ou de matériaux déjà établis par un catalogue. c'est ça. Mais il faut se rappeler que, parce que tu me fais penser à catalogue, ce qu'on voit sur les maisons victoriennes de Montréal, les belles corniches, les belles mansardes décorées, c'était souvent acheté dans des catalogues. Ah ouais? C'est des ornements qui existaient dans des catalogues qu'on trouvait en Nouvelle-Angleterre, que certains ateliers de Montréal reproduisaient. Il y avait des catalogues, ils reproduisaient en série des composantes ornementales. Alors, dans certains cas, c'était vraiment un travail d'artisan, mais dans d'autres cas, c'était carrément des pièces qui étaient achetées, faites en grande série et qui étaient achetées comme ça sur un certain marché de pièces ornementales. Puis même les boiseries, les moulures, faites à noter que c'est pas, les moulures sont pas faites au rabot ou à la varlope. À partir du moment où on trouve beaucoup d'ornements en bois sur les maisons, c'est qu'il y a des machines, des outils qui ont permis la réalisation de ces pièces-là en, Grande série, là.
en série, là, ou en tout cas de pouvoir les usiner. Puis tous les outils qui se retrouvent dans mon atelier aujourd'hui, qui ont un système de locomotion qui est différent d'il y a 150 ans, mais c'est tous des outils qui existaient déjà. Tu sais, un tour à bois, ça fait des centaines d'années que ça existe. Façonner le bois, ben, avant, on avait des moulins à eau pour en faire tourner les différents outils qu'on retrouve aujourd'hui dans mon atelier qui fonctionnent avec des moteurs électriques. Ça fait que on a tendance souvent à avoir une vision un peu romantique de l'artisan avec son rabot. Mais il faut savoir que quand un artisan avait le moyen d'avoir des outils qui accéléraient le travail, ben, je pense qu'aussitôt que c'est arrivé, les artisans ont sauté quand même sur l'occasion de pouvoir être un petit peu plus productifs dans leur travail. Absolument, puis c'est pas moins des artisans pour autant. C'est pas moins des artisans. Il est 13 heures, c'était vraiment une heure super bien remplie. J'ai adoré notre discussion. Merci beaucoup, Jean-François, pour cet entretien-là. Merci. Je rappelle aux autres que la semaine prochaine, jeudi à midi, ça va être un entretien avec le maître verrier Jeff Scheckman de Studio Vert. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent. Puis merci encore, Jean-François, pour ton précieux temps puis cet entretien. Merci, puis allez voir ma page Facebook. Absolument. Au revoir.